Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Muriel Ciron, astrologue, mais pas que. Vous allez comprendre, effectivement, c'est une femme très dynamique. Elle est avec nous. Bonjour Muriel. Bonjour Philippe. Alors, on va commencer par ton parcours, Muriel. Donc, présente-toi un petit peu à notre audience. Comment je peux me présenter? Comme quelqu'un de passionné qui est tombée amoureuse dès son plus jeune âge de tout ce qui avait un rapport avec quelque chose qui est plus grand que nous. On pourrait l'appeler le monde des étoiles, du cosmos. En tout cas, qui s'interrogeait beaucoup dès l'âge, je dirais, de 7 ans. Et à partir de là, j'ai passé ma vie. Mais quand je dis ma vie, c'est très jeune, puisque ça a commencé déjà à 5 ans. À 5 ans, j'avais envie d'être je n'avais pas envie, je rêvais d'être gitane. À 7 ans, j'étais en connexion totale avec, fascinée par le monde des étoiles. Et puis, dès 10 ans, 12 ans, j'ai commencé à étudier l'astrologie. Parce qu'en fait, j'étais attirée par quelque chose qui était bien plus grand qu'une vie toute simple. Et je ne me voyais pas, je ne pouvais pas me projeter avec une vie normale, entre guillemets, c'est-à-dire étudier, grandir, travailler, créer une famille et puis recommencer ce que nos parents avaient fait. Je me posais beaucoup de questions et je me posais la question pourquoi est-ce qu'on est là, qu'est-ce qu'on a à y faire, pourquoi on est tous différents, pourquoi un tel ne se comporte pas de la même façon. Et puis surtout, j'avais une sensibilité extrême qui faisait que je sentais tout, je captais tout et que c'était vraiment très difficile à vivre pour moi. Alors très vite, j'ai eu besoin d'un mode d'emploi et ce mode d'emploi, je l'ai trouvé en premier par l'étude du zodiaque, tout simplement des 12 signes astro avec leurs différences. Et puis après, je suis tombée amoureuse à 18 ans de tout ce qui était lié aux chiffres. Et j'ai transformé tout ce qui passait sous mes yeux en chiffres, c'est-à-dire les prénoms, les noms, les dates de naissance, qui créaient des vibrations et qui me permettaient de comprendre, d'interpréter le mode de fonctionnement d'une personne. Et puis aussi d'y lire son destin. Et puis après, j'ai voulu, tout ça c'était quand j'habitais au Havre, une ville que j'ai absolument adorée. À cette époque-là, j'ai commencé aussi à faire de la radio avec les premières radios libres à l'époque. Puis très vite, j'ai été débauchée par une radio du groupe Persan où bien évidemment, j'ai fait l'horoscope tous les matins et puis des émissions à thème sur tout ce qui était lié à la parapsychologie entre guillemets. Mais en réalité, tout m'intéressait et tout me passionne toujours d'ailleurs. Et ce qui m'intéressait et me passionne toujours, c'est l'inconscient, le monde de l'inconscient, en plus d'être très, très intéressée, attirée par tout ce qui est de l'autre côté, c'est-à-dire le monde de l'au-delà. En réalité, tout m'intéresse, l'âme, l'incarnation, pourquoi est-ce qu'on est là? Et toutes ces questions-là, je me les suis posées très, très jeune. Puis après, j'ai voulu être donc légitime en arrivant à Paris. Là, j'ai fait une école qui a duré 5 ans à peu près, où j'ai étudié de manière moins autodidacte et plus sérieuse, on va dire, par rapport à notre société, la psychologie, l'astrologie. J'ai appris à monter un thème seul. Aujourd'hui, on fait avec les ordinateurs. Et puis, la sophrologie, la PNL. En fait, ce qu'on appelle aujourd'hui être coach, donc, à l'époque, je le suis devenue. Et puis, j'ai passé ma vie aussitôt, en fait, à recevoir des gens en consultation. Et je n'ai jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai continué à étudier, mais pas que l'astrologie, ou la numérologie, parce que je trouvais que c'était, et je trouve toujours que c'est trop réducteur, même si c'est génial, mais c'est trop réducteur, parce que ça enferme les personnes dans des cadres ou une destinée. Et pour moi, nous sommes maîtres de notre destin, même si au départ nous avons des cartes ou un jeu qui est plus ou moins facile. Il y a des gens qui partent avec un jeu de cartes ou une carte du ciel extrêmement difficile et qui arrivent à des choses, des sommets incroyables. Et puis l'inverse, des gens qui ont un jeu de cartes ou une carte du ciel formidable en début de vie et qui n'en font rien. Donc en réalité, après, je me suis intéressée à la reprogrammation d'ADN avec une Canadienne qui s'appelle Kishori Herd, avec lequel je suis toujours en lien. Et puis d'autres Canadiens, toujours, j'adore les Canadiens, où j'ai étudié l'hypnose par amour justement de l'inconscient. Et puis d'autres techniques dont je parle dans mon premier livre qui s'appelle Et si tout n'était pas écrit, justement, parce que tout pour moi n'est pas écrit. Et à la suite de ça,
Donc j'ai toujours appris, puis j'ai aussi et j'anime toujours des groupes aujourd'hui où je redonne des tas de clés justement pour devenir maître de son destin. Et aujourd'hui, je continue à apprendre et la dernière chose que j'ai créée après mon boss, c'est l'univers, qui est un livre, un deuxième livre. En fait, j'ai voulu en faire un coffret parce que juste avant le confinement, on était en 2019. J'avais regardé, parce que je fais de l'astrologie mondiale, évidemment, et parce que ça m'intéresse énormément de comprendre pourquoi nous en sommes là. Et je trouve que nous sommes enfin arrivés dans cette période intermédiaire entre l'ère du poisson et l'ère du Verseau. Donc notre monde est en pleine mutation et cette mutation passe par le chaos. Et ce chaos avait commencé depuis déjà un moment, mais son point culminant, j'ai envie de dire que c'était 2019. Et à ce moment-là, j'ai eu envie de d'écrire d'abord ce bouquin, Mon boss c'est l'univers, pour redonner des outils à un maximum de personnes pour aller mieux et aller bien. Parce que je savais qu'on aurait une période extrêmement difficile à vivre et comme mon éditeur ne pouvait pas ou n'a pas pu en tout cas le sortir ce livre avant 2020 et que je ressentais une urgence, eh bien moi j'ai créé ce coffret qui s'appelle Embellir sa vie en 21 jours et en réalité ça n'est qu'une reproduction du livre parce que je tenais à ce que ce coffret sorte le plus tôt possible, c'est-à-dire fin 2019, début 2020. Pour moi, c'était impératif parce que je savais que nous allions passer par une période de solitude, d'isolement, d'angoisse, et je voulais redonner au plus grand nombre des outils pour traverser en tout cas cette période difficile. Et puis voilà, et puis aujourd'hui, je continue à animer des groupes, à faire des tas de choses, à recevoir moins de personnes individuellement parce que ça me mange énormément de temps. Et donc une consultation dure 1 heure et demie quand même. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de recevoir que 3 jours par semaine et uniquement 2 rendez-vous par jour pour donner de mon temps justement à l'organisation d'abord d'études parce que de toute façon toute ma vie j'étudierai l'inconscient et puis j'étudierai aussi des outils pour redonner à un maximum de personnes le moyen en fait de se connecter à l'univers, à des choses qui sont beaucoup plus grandes que nous et qui peuvent nous aider en fait à grandir, à élever notre conscience et élever nos vibrations. Parce que je sais que nous sommes dans une période formidable, malgré ce qu'on pourrait penser en regardant les choses sur un plan trop horizontal et qu'en réalité cette période de transition, ce monde actuel est en train de nous faire tous grandir à la vitesse de la lumière. Voilà comment je pourrais me présenter. Est-ce que ça vous va? Ah bah oui, c'est impeccable. Donc la radio dont tu parlais tout à l'heure, c'était Europe 1 en fait, hein? Ah non, Europe 1 est venu après. J'en ai pas parlé là d'Europe 1. Non, les radios du groupe Persan, c'était quand j'étais au Havre. Et puis après, j'ai travaillé avec un garçon qui s'appelle Eric Angioletti, qui était le directeur des programmes d'énergie pendant une dizaine d'années, qui a créé sa société. Et en fait, je faisais l'horoscope pendant 10 ans à peu près, sur une centaine de radios en France. Et ça, c'était à Paris. Et juste après, lui est devenu le directeur des programmes d'Europe 1. Et c'est à ce moment-là que je suis rentrée à Europe 1. D'accord. Quels ont été tes mentors, Muriel, effectivement, dans le domaine de l'astrologie? Alors, il y en a eu 2. Les 2 sont partis de l'autre côté. Il y a eu Alain Curabé, qui était né un 15 février comme moi, qui était un homme et qui est un homme extraordinaire, même s'il est parti. Pour moi, il est toujours là. Et puis, Monsieur Robert, qui lui était un monsieur avec lequel je travaillais beaucoup à distance. Il habitait à Tourcoing. Et en fait, lui m'a beaucoup appris de choses au niveau de l'astrologie mondiale. D'accord. Et tu travailles avec des gens également comme des voyants, des médiums Alors, beaucoup moins maintenant. En réalité, c'est les 2 personnes avec lesquelles j'avais vraiment un lien très fort. C'était ces 2 personnes-là. Je parle d'astrologie. Alors bien évidemment, j'ai autour de moi des gens qui peuvent être comme des guides, des gens qui sont connectés comme moi,
qui sont pas spécialement connus, qui sont des gens qui sont beaucoup dans l'humilité, parce que pour moi, dans ce métier, il faut faire attention et ne pas être dans le pouvoir et faire très très attention à ce côté égo, où en fait finalement, ce qu'on veut, c'est être mis en valeur, et la frontière, elle est très 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 limite, très. Il faut faire vraiment attention. Moi, ce qui me motive aujourd'hui par rapport aux autres, parce que toute ma vie, je vais étudier, parce que c'est ma passion, sinon je m'ennuie, c'est d'être utile. Et d'être utile au plus grand nombre, et surtout aujourd'hui aux jeunes qui sont de très demandeurs et qui ont vraiment besoin d'être éclairés et guidés. Oui, en plus, tu fais des superbes vidéos sur YouTube. Oui. Oui. Ça, c'est important aussi, ça fait partie de ton activité et aussi de ta passion de pouvoir faire effectivement ces choses-là. C'est ça. C'est ça. Les vidéos sur YouTube sont vraiment pour moi comme un jeu. Je n'ai aucune raison de les faire en dehors de la passion et de l'envie. Et pour le moment, j'ai vraiment envie. Donc, tant que j'ai envie, je le ferai. Et même quand je pars en vacances, j'emmène avec mon portable, mes 2-3 trucs. Je suis totalement autonome. Et puis, j'ai une petite qui monte tout ça et avec lequel on travaille en duo et ça me va vraiment bien, quoi. Alors, dans le cadre effectivement de cette interview immersive, peux-tu nous parler du livre qui a changé ta vie? Le livre que tu as lu et ça a été un déclic et tu t'es dit là, il y a quelque chose qui se passe. Je dirais que c'est un livre, je crois dont je parle dans Et si tout n'était pas écrit, de Catherine Ben Saïd sur l'amour. Je ne me souviens plus le titre, c'était il y a très très longtemps. Ça a été un déclencheur. Maintenant, quand j'étais beaucoup plus jeune, il y a eu 2 livres qui ont été évidemment initiatiques pour moi. C'était Le Petit Prince, mais je parle de ça, j'avais 17 ans et je l'avais mis en scène d'ailleurs au théâtre. Et je l'avais joué et j'avais adoré. Et puis Jonathan Livingston, Le Goéland, parce que pour moi ça parle de liberté. Et puis beaucoup plus tard, ce livre de Catherine Ben Saïd sur l'amour. Ah ouais, le Petit Prince. Ah, le Petit Prince. Je crois qu'on n'a pas fait mieux, hein. On n'a pas fait mieux que le Petit Prince. Saint-Exupéry, c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire, quoi. Bien sûr. Alors, dans le cadre effectivement de ton travail, aujourd'hui, tu parles beaucoup du libre arbitre. Le libre arbitre est quelque chose qui est très important pour toi. Tu dis qu'en gros, effectivement, que l'astrologie n'est pas une fin, quoi, hein, mais un commencement. Non, c'est une météo. C'est une météo astrale qui permet de comprendre. Il y a des années avec, il y a des années sans. Le savoir permet d'agir au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Mais en réalité, je dis aussi que nous avons une vie coupée en 3 parties. En première partie, nous sommes dans une phase d'expérimentation, un peu comme si on était en stage. Cette période dure jusqu'à 24 ans. Elle peut aller jusqu'à au plus tard 32 ans. Puis, le film de notre vie commence. C'est la deuxième partie de notre vie. Cette période dure pendant 27 ans. Et dans cette période-là, nous avons l'obligation de travailler sur nous. Et arrive la 3e période de vie. Et dans cette période de vie, on récolte les fruits de tout ce qu'on a compris, appris, ou alors on paye l'addition. Ça veut dire qu'on régresse. Et là, on se retrouve avec des problèmes non réglés de l'enfance. Et là, en fait, ça se traduit par un côté aigri, ou alors on va dire que c'était mieux avant. On peut tomber malade ou partir prématurément. Et donc, le libre arbitre, c'est réussir à travailler sur soi en deuxième partie de vie, parce en première partie, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'on apprend à se connaître, et souvent, on prend les années difficiles en pleine face, mais à partir d'une certaine période, et ça change pour chaque personne, en fonction de notre date de naissance, le film de notre vie commence. Et là, le libre arbitre s'impose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que où on subit les choses, on devient acteur. Et ça commence par quoi? Alors c'est pour ça que j'ai écrit le bouquin Mon boss et l'univers, parce que dedans je donne des tas de clés justement, mais ça commence par nos pensées et par notre manière donc d'entretenir des pensées qui vont nous amener à une vibration qui va être plus ou moins haute ou plus ou moins basse, et qui vont faire que notre vie va être à l'image de ce que nous pensons, donc de ce que nous vibrons. Et voilà pourquoi j'insiste autant en disant que nous sommes responsables aussi de tout ce qui nous arrive.
Ouais, la fameuse échelle de Bovis, où effectivement on monte en vibration et où d'une certaine manière on a une certaine profusion à pouvoir effectivement se faire réaliser les choses. Ça me rappelle un peu la loi de l'attraction, cette histoire. Oui, sauf que la loi de l'attraction, c'était il y a 20 ans, et que notre humanité est en train d'évoluer à la vitesse de la lumière je dirais tout le temps, tous les jours, et que la loi de l'attraction est aujourd'hui dépassée parce que c'était nos pensées positives. Ok, c'est bien, les pensées positives, la méthode Coué, mais ça ne suffit pas. Et là, aujourd'hui, on a à comprendre que ces pensées ont un impact vibratoire. Et donc, c'est pas la loi de l'attraction, mais la loi de la vibration. Et pour moi, c'est là-dessus qu'on a l'obligation de bosser aujourd'hui. Et puis bosser aussi au niveau d'un monde invisible, bienveillant ou malveillant. Alors l'astrologie, c'est pas quelque chose qui est irrémédiable en fait. Comme tu le dis, ça bouge au fur et à mesure de la vie. Ah ben bien sûr, puisque chaque année on va faire notre révolution solaire. Et chaque année, on va faire comme une espèce de mise à jour du thème astral de naissance. Donc ça veut dire que au départ, on peut subir son thème avec des aspects plus ou moins faciles, mais avec le temps, c'est un peu comme une voiture, on se connaît de mieux en mieux, on connaît notre mode d'emploi, et donc à partir de là, on peut s'amuser davantage. Et le but étant d'amplifier au mieux nos points forts, nos qualités, et d'essayer de dépasser en fait tous nos points faibles, ce qu'on pourrait appeler des défauts en réalité. Est-ce qu'il faut s'intéresser également à nos vies antérieures ? Alors, moi, le mot il faut n'existe pas dans mon vocabulaire. Moi, je dis que bon, bien sûr que moi j'y crois aux vies antérieures. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de cette incarnation. Ça voudrait dire que ce serait une grosse escroquerie et que finalement certaines personnes naîtraient avec une chance incroyable et d'autres pas de bol. Donc mauvais ticket quoi. Et je trouve que ce serait d'une injustice terrible. Donc bien évidemment que je pense que l'âme revient pour grandir, qu'on est à l'école sur Terre et que s'il n'y avait pas de vie passée pour comprendre, parce que le but étant toujours de s'améliorer, je ne vois pas l'intérêt. Maintenant, s'intéresser aux vies antérieures, c'est avoir un morceau du puzzle et comprendre. D'ailleurs, en astrologie, on parle de nœud nord, nœud sud. Nœud sud, c'est d'où on vient, notre karma, et puis le nœud nord, c'est vers quoi on doit aller. Et c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit réparer en fait dans cette vie-là. C'est pas de la punition, mais de choses qu'on a en fait à évoluer en nous ou à faire évoluer en nous par rapport à ce qu'on a fait auparavant. Puisque l'âme, pour moi, s'incarne et se réincarne pour toujours grandir et aller au plus haut de ce qu'elle peut faire en passant par l'expérience de l'incarnation sur Terre. Alors toi, Muriel, qui est une spécialiste de l'astrologie, j'ai souvent entendu parler, moi effectivement, qu'il y avait un 13e signe, le fameux serpent de terre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Je ne dirais ni c'est vrai ni c'est faux. Je dirais que moi déjà avec 12 signes, j'ai déjà beaucoup de travail. Donc le 13e, ça peut être effectivement des gens qui peuvent être comme des licornes ou des extraterrestres, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour le moment, moi je me contente des 12 signes et ça me suffit vraiment. Quels sont les signes qui ont le vent en poupe en général, effectivement, qui ont une belle vie, une vie tracée, une destinée effectivement absolument redoutable ? Alors on va pouvoir, moi je déteste généraliser puisque chaque personne est unique, mais on peut dire qu'il y a des gens qui sont plus ou moins lumineux, solaires. Il est certain que les signes de feu, alors on peut parler du lion évidemment, les signes comme le bélier, le sagittaire sont des gens qui vont être yalla, en fait, qui vont être dans l'enthousiasme, dans l'envie d'aller de l'avant, mais en même temps, une personne ne se réduit pas qu'à un signe ou à un ascendant, mais ce qu'il faut regarder c'est l'ensemble du thème. On peut par exemple être Capricorne et avoir beaucoup de planètes dans le signe du lion. Et à ce moment-là, on devient solaire. Donc, en réalité, c'est compliqué de réduire. Ça, ce serait trop réducteur de dire, ben voilà, les signes de feu sont ceux qui réussissent et les signes de terre sont ceux qui vont avoir plus de mal. Moi, je vais plutôt dire qu'il y a différents types de personnes. Il y a les extravertis, les introvertis. Il y a des gens qui sont extrêmement intuitifs, d'autres qui sont plus dans le cœur, dans l'affectif, d'autres qui sont dans les sensations, et puis d'autres qui sont idéalistes. Mais pour voir si vraiment quelqu'un a le vent en poupe ou une réussite, il faut regarder son thème astral. Si on a le soleil c'est l'idéal dans la vie, sur le milieu du ciel, le destin, et que la lune y est à côté, la lune c'est le public, on peut imaginer que cette personne-là va être mise en lumière, c'est vrai. Donc en fait, c'est plus un thème, moi, qui va me révéler le destin d'une personne.
Est-ce que c'est juste de dire que au bout d'un certain âge, au bout de 50 ans par exemple, 50, 55 ans, l'ascendant effectivement prime sur le signe? Tous les astrologues ne sont pas d'accord avec ça. Moi, je vais regarder mon expérience. Il y a des personnes pour lesquelles, effectivement, c'est une évidence. À partir de 40 ans, on voit vraiment leur ascendant. L'ascendant, c'est votre identité dans la vie. Et puis, le soleil, c'est votre idéal, votre ambition. Et donc, c'est vrai qu'avec le temps, on peut quelquefois voir plus l'identité d'une personne que son idéal, ses ambitions. En réalité, moi, je vais encore vous faire du cas par cas, quoi. Il y a des gens avec lesquels c'est une évidence pour moi de voir l'ascendant passer 40 ans, et puis d'autres avec lesquels je vais avoir plus de mal. Est-ce que tu t'es interdit de pouvoir dire certaines choses par rapport à une consultation de quelqu'un qui est venu te voir en Bien astrologie? sûr. Bien sûr, surtout par rapport à des jeunes. Par exemple, j'ai donné un exemple tout simple, Mars rétrograde dans un thème. Mars, c'est l'action dans nos vies. Et rétrograde, ça veut dire que la planète recule. Et donc, souvent, quand on a un Mars rétrograde dans une carte de naissance, ça veut dire que tout va être beaucoup plus difficile. La personne va devoir faire énormément d'efforts. Et ça m'est déjà arrivé de recevoir quelqu'un très jeune, 25 ans, et de voir que ça allait durer encore tellement longtemps que ça aurait été indécent de le dire à cette personne. Parce que de toute façon, je n'aurais rien pu lui apporter de plus que de la décourager. Donc il y a des choses qui ne se disent pas parce que, encore une fois, pour moi, l'astrologie, c'est être utile. C'est aider la personne à être utile. Et comme je sais que ce que l'on pense va générer aussi une vie qui peut être plus ou moins belle. Pour moi, annoncer quelque chose comme ça, c'est un peu mettre le verre dans la pomme et donner le but d'une consultation, même si l'année est difficile, c'est donner de l'énergie et de même quand l'année est difficile, de dire ben voilà, à partir de telle date, les choses vont s'arranger, même si c'est dans un an. À ce moment-là, la personne voit le bout du tunnel. Mais quand on voit par exemple un Mars rétrograde et qu'on est face à quelqu'un d'une vingtaine d'années, je trouve que c'est absolument indécent de lui dire ben voilà, ça va durer encore 30 ans. Ça se fait pas, ça ne se dit pas. Donc il y a des choses qui ne se disent pas. Est-ce que tu as rencontré des addicts à l'astrologie, c'est-à-dire des gens effectivement qui ne Oui, fonctionnaient par rapport à leur vie que par rapport oui. on va dire à ce qui était établi, ce qui croyait être établi effectivement au niveau de l'astrologie? Oui, bien sûr. Et je trouve ça très dérangeant, ça m'énerve, je déteste ça, parce que pour moi, ça ne doit être qu'une info. C'est un peu comme si on regardait la météo et qu'on faisait sa vie qu'en fonction de la météo. Moi, je viens souvent en Normandie. Si je regarde la météo, elle est souvent pourrie. Et pourtant, j'y vais. Et quand j'y vais, je me rends compte que finalement, il fait vachement beau. Donc, je trouve ça très enfermant. Et c'est le côté, pour moi, très négatif de l'astrologie. C'est vraiment baser sa vie et malheureusement, oui, il existe des personnes qui agissent comme ça et qui ne voient leur vie qu'en fonction de ça. Et je trouve que justement, c'est totalement limitant. Et y a-t-il un album de musique effectivement qui t'a jamais quitté? Un disque, un CD? Je ne suis non pas aujourd'hui quand j'étais plus jeune. Oui, quand j'étais toute jeune, c'est un truc de dingue. J'avais 7 ans, j'écoutais en boucle Moustaki avec ma gueule de métèque. Donc par exemple, mais ça à 7 ans, j'étais en amour avec ce genre de d'artiste. Et d'ailleurs, je pensais à cette époque, à cet âge-là, alors que c'était un adulte, que c'était mon mari de ma vie d'avant. Par exemple, mais sinon non. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, des gens comme Pani, parce que ce sont des personnes qui font passer un message. Pour moi, ce sont des messagers. Donc, je n'ai pas aujourd'hui une seule musique, mais au contraire, euh, plutôt un panel de messages, de musique qui pourraient être des messages. D'ailleurs, quand j'organise des groupes, très souvent, la musique est là et en fait, je demande souvent aux personnes de m'envoyer une musique qui corresponde au thème sur lequel on va travailler toute une journée ou pendant 2 jours. Qu'est-ce que tu penses des horoscopes qu'on voit dans la presse, la presse people ou la presse effectivement féminine? Est-ce qu'il faut effectivement vraiment en tenir rigueur ou se dire effectivement non, c'est des bêtises, c'est fait par ordinateur? Alors, ça dépend qui les fait. Il y a des personnes qui les font très sérieusement
Et puis il y en a d'autres qui le font, qui sont des pigistes qui n'y connaissent rien et qui font ça pour se marrer. Tout dépend qui le fait. Est-ce que c'est écrit par un astrologue? Moi, je sais qu'à l'époque, quand je faisais un horoscope tous les jours sur Europe 1, je le faisais avec beaucoup de sérieux, toujours avec mes éphémérides. Je regardais en fait comment bougeait la Lune chaque jour et en fonction de ça, j'expliquais l'horoscope. Donc, il y a des gens qui le font très sérieusement. Donc, encore une fois, je ne vais pas généraliser. C'est comme dans tous les métiers, il y a de tout. Il y a des gens formidables qui font les choses avec passion, de manière sérieuse, et puis il y en a qui font ça parce que ça marche, que c'est la mode, et que personne va rien y comprendre, donc c'est de l'esbrouf. Donc je n'ai pas d'avis de toute façon précis en allant dans une seule direction, quel que soit le sujet. Il y a tout. Est-ce que la radio te manque? La radio ne me manque pas parce que d'abord j'ai travaillé avec BTLV pendant 2 ans où je faisais l'horoscope. Je parlais je parle pas d'horoscope. Je parlais des planètes pour tout le mois. Ça me demandait beaucoup de travail. Donc le mois était coupé en 2 en général. Et puis je prenais des auditeurs au téléphone et je leur parlais de leur thème. Et donc ça m'a pris quand même du temps. Et à côté de ça, je fais tellement d'autres choses que déjà ça ne me manque pas. Et puis ça me manquerait si je faisais pas ces horoscopes que je fais chaque semaine, où finalement moi j'aime être libre, indépendante, et j'aime avoir carte blanche et pouvoir me balader avec mon portable à l'extérieur, à l'intérieur, où que je sois, en vacances, sur une île, n'importe où, me plaît tout à fait. Je n'ai aucun boss et je le redis, je l'ai écrit, mais en réalité, mon boss, c'est toujours l'univers. Et donc aujourd'hui, en fait, pour moi, la passion, c'est la vie. Et en réalité, rien ne me manque. Ah, tu parlais de BTLV, effectivement, j'ai interviewé au tout départ de cette émission Bob Belanca, qui est le patron donc de BTLV. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est une personne extraordinaire. Il est dynamique, il s'intéresse à des tas de choses. Oui, c'est un passionné. Et donc j'ai eu la chance de travailler avec lui et de faire beaucoup d'émissions, d'être aussi là en début d'année pour parler de l'année à chaque fois. En 2020, 2021, 2022, et ça a été vraiment une belle expérience. Et donc, rien que pour toutes ces choses-là, ça ne me manque pas. Alors maintenant, je vais te poser la question marqueur de cette émission, Muriel. C'est effectivement comment tu trouves ma façon d'interviewer des gens. Ça amuse beaucoup mon audience. Moi, j'aime beaucoup ton énergie, déjà, parce que tu es quelqu'un de passionné, ça s'entend à la voix. Et ce que j'aime, c'est que souvent, les gens passionnés, et je les comprends, puisque je suis de la même race, n'écoutent pas la réponse. Et moi, je trouve que ce que j'aime chez toi, c'est ce mélange entre ce côté yang, actif, énergique, puissant, et puis ce côté yin, cette qualité d'écoute. C'est-à-dire qu'en fait, si tu ne m'écoutais pas, je perdrais le fil. Si tu n'étais pas intéressé par ce que je te raconte, moi j'aurais déjà débranché. Parce que même si on ne s'est pas vu, qu'on ne se connaît que par la voix, je suis déjà connectée avec toi. Parce que j'ai oublié de te dire que quand je reçois quelqu'un, j'ai une connexion invisible au niveau horizontal et au niveau vertical. C'est-à-dire que je suis connectée à quelque chose qui est comme son grand moi. Et je trouve que toi, même si tu es loin, tu es prêt. C'est comme si tu étais en face de moi. Et ce que j'entends, c'est ta capacité. J'entends une oreille. Je vois une oreille. Et j'entends et je vois que tu sais écouter. Et ça, je trouve que c'est une des plus belles qualités qu'on ne retrouve pas chez beaucoup de personnes qui font des interviews, qui sont plus dans leur tête et dans la question qu'ils vont faire et qu'ils vont poser après. C'est pas ton cas. Et rien que pour ça, merci. Et je suis Sagittaire. Yallah. Sagittaire, alors tu fais partie des signes de feu, mais tu sais, les feux dans la cheminée, c'est-à-dire, d'ailleurs, les Sagittaires sont des gens idéalistes, passionnés, et en fait, quand on s'approche du feu, du Sagittaire, c'est un peu comme si on s'approchait des braises dans la cheminée. Ce sont des personnes chaleureuses, idéalistes, c'est du feu, mais le feu des braises, et qui en même temps sont capables, tu veux, le Sagittaire, c'est l'arc et les flèches. C'est celui qui balance avec une flèche exactement le mot qui va. Un Sagittaire est capable de se taire et tout d'un coup, il balance un truc et c'est exactement le mot
qui va cibler et qui va être en plein dans le mille. Et d'ailleurs, ça peut quelquefois faire un peu mal. Ça dépend de leur ascendant. Quel ascendant tu es? Taureau. Ça, c'est intéressant. Alors, et c'est pas facile à vivre. Parce que d'un côté, il y a ce côté ancré du taureau, qui lui est quelqu'un qui est bien là, qui est bien présent, les pieds sur terre. Le taureau est un artiste aussi. Donc, ton identité est comme ça, signe de terre, ancré. Et en même temps, il y a ce côté Sagittaire qui représente le feu, mais le feu va bien avec l'air et la terre va avec l'eau. C'est pour ça que je te dis que c'est pas simple. Après, il faut regarder où est la Lune dans ton thème, où est Vénus, où sont toutes les autres planètes. Mais pour autant, ce mélange-là est intéressant, mais c'est pas pour ça que c'est facile à vivre. Le taureau, lui, peut paraître un peu primaire, alors que le Sagittaire est un grand idéaliste qui veut voyager ou dans la tête ou physiquement. Alors que le taureau est un signe fixe, c'est-à-dire un signe qui, en fait, lui, est ancré dans une espèce de stabilité et presque de sédentarité, ce qui n'est pas le cas du Sagittaire. Tu vois, donc en fait, c'est comme s'il pouvait y en avoir en toi deux en un. Ouais, comme effectivement le cheval et l'homme, quoi. Oui, oui. Celui qui a toujours besoin de se dépasser et puis d'être dans le mouvement aussi. Le centaure. Ouais, exactement. En tout cas, c'est fort intéressant. Vous avez aimé cette interview, n'oubliez pas effectivement de liker, de partager et surtout de commenter l'interview également pour qu'on puisse effectivement connaître votre avis, vos réactions. Et on va remercier donc Muriel Ciron d'avoir été avec nous, qui est astrologue. Je voulais vous dire aussi que sur Apple Podcast, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles. Ça permet de pousser le podcast et l'émission. Donc merci à vous de le faire. Merci également de votre régularité à l'écoute de cette émission et de votre fidélité. Le mot de la fin, Muriel, effectivement, je te le laisse. C'est pour toi. Yallah, la vie est belle. On partage tous, effectivement, ce Yallah avec force et un côté très solaire. Merci, Muriel. Merci, Philippe. C'est vraiment un plaisir.